Et si la véritable défaite d'Israël ne se jouait pas sur un front, mais au cœur même de sa puissance? Depuis des décennies, l'armée israélienne incarnait l'invincibilité. Technologies avancées, discipline redoutable, appui sans faille de l'Occident. Pourtant, un événement récent a brisé cette illusion, marquant un tournant aux conséquences innombrables. Le Hamas a réussi ce que beaucoup croyaient impossible: la destruction totale d'un quartier général israélien à Gaza. En l'espace de quelques heures, des milliers de soldats israéliens ont dû battre en retraite, abandonnant des positions jusqu'alors considérées comme imprenables. Ce n'est plus une simple surprise tactique, mais la première fissure profonde dans l'armure du géant. Ce choc n'est pas resté confiné aux lignes de front. Il s'est propagé bien au-delà, traversant frontières et océans. Tout à coup, le mythe de l'armée invincible vacille aux yeux du monde. Les doutes s'infiltrent dans les cercles politiques israéliens, inquiètent les alliés traditionnels, galvanisent les adversaires. Surtout, cet échec militaire déclenche une onde de choc sur l'économie et la légitimité du pays, touchant tous les aspects de la société. Il ne s'agit pas seulement d'un quartier général détruit ou d'une ligne de front déplacée. Ce que révèle cette défaite, c'est que le système entier de domination, fondé sur la force et la confiance internationale, est remis en cause. La crédibilité d'Israël vacille. Investisseurs, partenaires et diplomates commencent à douter et à réévaluer leurs engagements. Les conséquences sont multiples, profondes et potentiellement irréversibles. Désormais, la vraie question dépasse la stratégie militaire. Assiste-t-on à un simple revers ou au début de la fin d'un modèle de puissance? Refuser de voir cette transformation, c'est risquer de perdre bien plus qu'une bataille. C'est la cohésion économique, politique et morale d'un État qui est désormais en jeu, une cohésion forgée au fil de plusieurs générations d'efforts et de sacrifices. Pour saisir l'ampleur de ce basculement, il faut aller au-delà des apparences et interroger ce qui se joue en profondeur. Comment une victoire militaire locale peut-elle ébranler des piliers économiques et politiques mondiaux? Regardons ce que cette faille révèle vraiment sous la surface. Pour cela, rappelons quelques précédents historiques. La guerre du Vietnam a montré qu'une superpuissance pouvait perdre bien plus qu'une bataille, et que la défaite militaire pouvait entraîner un effondrement économique et moral. Plus près de nous, la débâcle de l'Union soviétique en Afghanistan a accéléré la chute de tout un système. Pendant des décennies, l'armée israélienne, la Tsahal, s'est imposée comme la référence ultime de la puissance militaire au Moyen-Orient. Mais sur quoi reposait vraiment cette supériorité? Et comment est-elle devenue un mythe mondial? La Tsahal n'était pas seulement une force armée. Elle incarnait la suprématie technologique, la stratégie implacable et l'intelligence opérationnelle. Ces victoires éclatantes, notamment lors de la guerre des 6 jours, ont forgé une aura d'invincibilité presque surnaturelle. Aux yeux des voisins arabes, comme des grandes capitales occidentales, Israël semblait intouchable, toujours capable de déjouer l'impossible. Ce n'est pas un hasard si, après la prise de Jérusalem en 1967, de nombreux stratèges occidentaux venaient étudier les méthodes israéliennes, les présentant comme un modèle à exporter. Cette position d'élite n'est pas née du hasard. Depuis plus de 70 ans, Israël bénéficie d'un soutien massif des États-Unis et de ses alliés occidentaux, flux constant d'aide, d'armement et de technologies avancées. À chaque crise, des milliards de dollars d'investissement affluaient vers Tel Aviv. Ce soutien consolidait un écosystème militaire unique, garantissant à la fois la domination sur le terrain et l'accès aux réseaux diplomatiques les plus puissants de la planète. Pour illustrer, rappelons que l'aide militaire américaine à Israël, depuis la signature des accords de Camp David, dépasse aujourd'hui 120 milliards de dollars. Le mythe de l'armée invincible dépassait la simple sécurité nationale. Il renforçait le pouvoir de négociation d'Israël, rassurait les marchés et attirait capitaux et innovations du monde entier. La force de Tsahal est devenue une marque nationale, servant à vendre des armes, mais aussi un récit de réussite et de modernité. À l'instar du miracle économique israélien, la supériorité militaire était intimement liée à la dynamique des start-up, de la cybersécurité et du high-tech,
où Israël s'est positionné comme un acteur incontournable. Pourtant, croire aveuglément en cette invulnérabilité est risqué. Les citoyens, investisseurs et partenaires internationaux ont bâti leur confiance, et parfois leur fortune, sur cette image de domination sans faille. Oublier comment ce mythe a été construit, c'est risquer de ne rien comprendre à sa chute, ni à ses conséquences économiques, politiques ou morales. Ce fut le cas pour la France en 1940, lorsque la ligne Maginot, censée la protéger, s'est révélée impuissante, provoquant l'effondrement de tout un système. Mais que se passe-t-il lorsque cette façade d'invincibilité commence à se fissurer sous l'effet d'un revers inattendu? Le quartier général de la Tzahal a été frappé comme jamais auparavant, et la retraite soudaine de Gaza a surpris le monde entier. Ce choc marque la première vraie fissure dans le mythe, et ses répercussions s'annoncent profondes. Pour beaucoup d'Israéliens, ce fut un choc comparable à la surprise de Kippour en 1973, lorsque l'armée fut prise de court par une coalition arabe. Une armée repoussée, un quartier général tombé. Mais le vrai séisme ne se lit-il pas plutôt dans les bilans que sur le champ de bataille? Sous la défaite militaire, les fondations économiques d'Israël se fissurent. Désormais, chaque jour de guerre creuse le gouffre. Inflation galopante, dette publique en ascension, secteur clé à l'arrêt. La technologie ralentit, le tourisme s'effondre, la construction stagne. Pour les familles, la vie coûte soudain 2 fois plus cher, tandis que les milliards engloutis dans l'effort militaire assèchent les services sociaux. On observe déjà une fuite des cerveaux, avec des ingénieurs et des entrepreneurs qui cherchent refuge à l'étranger. Les investisseurs flairent le danger avant tous. Dès les premiers signes de faiblesse, ils déplacent discrètement leurs fonds vers des rivages plus sûrs. En l'espace de quelques semaines, la confiance s'évapore. La bourse de Tel Aviv plonge, les start-up perdent leurs bailleurs, la monnaie s'affaiblit. Ce reflux silencieux du capital provoque une onde de choc, sans confiance, ni relance, ni espoir de rebond. En 1997, la crise asiatique a montré à quelle vitesse la fuite des capitaux pouvait précipiter la ruine d'économies pourtant prospères. La crise franchit vite les frontières. À Washington, le soutien américain, longtemps acquis, chancelle. L'opinion publique doute. Faut-il continuer à signer des chèques géants alors que l'économie américaine vacille? Au Congrès, chaque milliard envoyé est désormais débattu, contesté. Ce doute contamine les capitales occidentales. L'alliance avec Israël devient un fardeau gênant, non plus un atout stratégique. Déjà, certains dirigeants européens évoquent la suspension de livraison d'armes ou conditionnent leur aide à des avancées diplomatiques concrètes. Au cœur du pays, la fracture sociale s'élargit chaque jour. Les inégalités explosent, les géants de la défense et les spéculateurs engrangent des profits, tandis que la majorité subit chômage, précarité et flambée des prix. Le malaise s'étend chez les classes moyennes, la jeunesse, les minorités. La promesse d'une société sûre et prospère se dissout, remplacée par la peur et la défiance envers les élites. À titre d'exemple, de nombreuses familles de Tel Aviv ou de Haïfa envisagent désormais de quitter le pays, craignant pour l'avenir de leurs enfants. Ce qui vacille, ce n'est plus seulement la prospérité d'Israël, mais la stabilité de toute la région et la crédibilité des alliances occidentales. Quand l'économie s'effondre, c'est le projet national qui vacille. L'histoire récente de l'Argentine, frappée par la crise de 2001, rappelle à quel point une économie affaiblie peut provoquer une déstabilisation politique rapide. À ce moment critique, les regards se tournent vers les dirigeants israéliens. Comment réagiront-ils face à la colère qui gronde et à la perte de confiance? Les divisions internes s'exacerbent, rendant toute réforme plus difficile. Quand la peur ne convainc plus, quand la force échoue à rassurer, que reste-t-il à un État? La destruction du quartier général, puis le retrait massif de Gaza, ont fait basculer le récit. On ne parle plus de défense, mais d'images de ruines, de civils blessés, et d'une violence qui choque les consciences. Le mythe d'invincibilité s'effrite, exposé sur tous les écrans, et la légitimité d'Israël s'amenuise chaque jour. Cette crise de légitimité n'est pas sans rappeler celle traversée par les États-Unis après la guerre d'Irak, où la victoire militaire n'a jamais compensé la perte du soutien international.
Cette crise de légitimité s'insinue au cœur de la société israélienne. Les rues grondent de protestations. Contre la guerre, contre les dirigeants, contre cette promesse de sécurité qui s'est évaporée. Les familles endeuillées, les soldats las, les voix dissidentes fracturent peu à peu un consensus jadis solide. L'autorité vacille et la société cherche un nouveau repère. Des mouvements citoyens émergent, exigeant des comptes et des réformes profondes. À l'étranger, la tolérance s'amenuise. Les alliés traditionnels d'Israël, longtemps indulgents, laissent filtrer leur malaise. Les ONG dénoncent, les médias s'indignent, et la solidarité s'organise à travers le monde. Dans les chancelleries, les débats se tendent. Comment continuer à soutenir sans trahir ses propres principes? Chaque nouvelle frappe alourdit le coût politique, isole Israël et fragilise ses soutiens. Lors de la guerre du Vietnam, la pression de l'opinion publique internationale avait contraint les États-Unis à revoir fondamentalement leur stratégie. Dans ce contexte, la puissance militaire ne suffit plus. La technologie, la force, les budgets ne compensent pas la perte de légitimité. Désormais, c'est la capacité d'incarner des valeurs universelles qui décide du sort d'un État sur la scène mondiale. Israël découvre que la réputation, bâtie sur des décennies, peut voler en éclats en quelques semaines. Ce fut le cas pour l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, où l'isolement international a joué un rôle clé dans la transformation du régime. Le danger est immense. La capacité à obtenir du soutien, à forger des alliances, à peser sur la scène internationale, tout cela est menacé comme jamais auparavant. Le prix du basculement pourrait s'exprimer en isolement, en sanctions, en perte d'influence durable. Le soutien international n'est jamais acquis. Il dépend, plus que jamais, de la perception de justice et de responsabilité. Ce renversement interroge l'ordre mondial. La légitimité serait-elle devenue la première arme des puissants? Ou bien assistons-nous à un déplacement des règles, où l'image, la morale et l'opinion publique pèsent plus lourd que les chars et les drones? Le choc de cet effondrement bouleverse non seulement Israël, mais aussi ses alliés et rivaux. À présent, chacun doit repenser sa place dans un monde où la réputation et la justice comptent autant que la force. Des puissances régionales observent et adaptent déjà leurs stratégies, conscientes que l'époque où seule la force dictait les rapports de puissance touche à sa fin. Ce qui se joue aujourd'hui en Israël annonce-t-il la fin d'une ère pour toutes les puissances dominantes? Cette interrogation n'est plus seulement théorique, elle touche au cœur des secousses qui ébranlent l'ordre mondial. Les puissances émergentes, comme la Chine ou l'Inde, étudient ces évolutions pour anticiper leurs propres défis. L'histoire montre que nul empire n'est éternel et que l'arrogance précède souvent la chute. Ce conflit ne reflète pas qu'une défaite militaire pour Israël. Il révèle l'avènement d'un nouveau type de résistance. Même les armées les mieux équipées découvrent leur vulnérabilité face à la créativité et à la volonté farouche de mouvements populaires, capables de mettre à mal les certitudes technologiques et stratégiques. Lors de la guerre d'Algérie, la France a sous-estimé la capacité de résilience d'un peuple déterminé, malgré sa supériorité militaire écrasante. La vulnérabilité révélée sur le champ de bataille se propage bien au-delà. Partout, des sociétés civiles s'organisent, des foules s'assemblent, la pression sur les gouvernements devient insupportable. Le pouvoir glisse des élites vers la rue, les réseaux sociaux, les ONG et des mouvements spontanés qui imposent désormais l'agenda. Le printemps arabe l'a illustré. En quelques mois, des régimes réputés inamovibles ont vacillé sous la pression populaire. Ce n'est plus seulement un duel moral. La contestation surgit sur tous les fronts. L'économie chancelle sous le poids des sanctions et d'une confiance effritée, la diplomatie s'enlise, la légitimité des opérations militaires est plus contestée que jamais. Les guerres ne se jouent plus uniquement avec des chars ou des drones, mais aussi sur les places publiques et dans les forums où l'opinion mondiale façonne la réalité. Les campagnes de boycott, comme celle menée contre l'Afrique du Sud, en sont un exemple frappant. La leçon est implacable. Aucune puissance n'est éternelle. Même les empires les plus robustes voient leur base se fissurer lorsque la légitimité et la justice deviennent le vrai champ de bataille. Les alliances bâties sur la force et la crainte vacillent si elles ne reposent pas sur des principes partagés
et la confiance populaire. La chute de l'Empire romain fut précédée d'une perte de confiance généralisée, bien avant les défaites militaires décisives. Ignorer cette transformation, c'est courir le risque de répéter les erreurs des civilisations disparues. Les sociétés qui ferment les yeux sur ces signes avant-coureurs s'exposent à l'isolement, à la crise économique et à l'effondrement de leurs repères collectifs. Pour éviter ce piège, il est urgent d'analyser lucidement les signaux faibles et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Dès lors, comment comprendre ce basculement? Et surtout, comment s'y préparer? Voici quelques pistes concrètes. Renforcer la résilience des institutions démocratiques, investir dans l'éducation civique et la cohésion sociale, privilégier la diplomatie sur la confrontation et diversifier les alliances économiques. L'Islande, frappée par la crise financière de 2008, a su rebondir en réinventant ses institutions et en misant sur la transparence et la participation citoyenne. À mesure que les certitudes s'effondrent, un nouveau paysage de risques et d'opportunités émerge. Saurons-nous reconnaître les signes et agir à temps? L'histoire ne célèbre jamais ceux qui dressent des murs, mais bien ceux qui osent les faire tomber. Face à la crise que nous venons de décrypter, il devient essentiel de repenser ce que signifie la puissance. Pendant des décennies, la force militaire et l'avance technologique étaient vues comme des garanties de sécurité et de prestige. Pourtant, la chute brutale du mythe d'invincibilité israélienne illustre que la domination par la force ne protège ni la stabilité, ni le respect, ni la légitimité sur le long terme. Les États-Unis l'ont appris à leurs dépens en Afghanistan, où la supériorité technologique n'a pas suffi face à la détermination d'une guérilla locale. S'enfermer dans les schémas du passé, c'est accélérer l'isolement. L'histoire fourmille d'exemples de sociétés incapables de se renouveler, piégées dans une spirale de déclin. Aujourd'hui, la tentation de se retrancher derrière les remparts de la puissance militaire est forte, mais c'est une voie sans issue, aussi bien moralement qu'économiquement. Les puissances qui ont survécu aux grandes crises, comme l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, l'ont fait en acceptant de rompre avec le passé et en réinventant leur modèle. Refuser d'interroger l'ordre établi revient à dilapider l'argent public, à fragiliser la stabilité régionale et à voir s'effriter la crédibilité des démocraties occidentales. Le coût du statu quo n'est pas seulement une perte d'influence, mais aussi une atteinte profonde aux valeurs que l'on prétend incarner. Les sociétés qui perdent le sens de la justice et du dialogue finissent par s'effondrer de l'intérieur. Ce moment exige une prise de conscience. La véritable puissance ne réside plus dans la capacité d'imposer, mais dans celle d'inspirer et de rassembler. Les sociétés sourdes à cette leçon s'exposent à la défiance, à l'isolement et à la ruine économique. À l'inverse, celles qui savent écouter, dialoguer et se réformer trouvent dans l'épreuve la force de se réinventer. Face à l'effondrement d'un récit enraciné depuis plusieurs générations, la question n'est plus uniquement militaire. Elle est éthique, économique et existentielle. À chacun de choisir, défendre des murs fissurés ou oser réinventer un ordre fondé sur la justice, la légitimité et la coopération. Le choix du futur appartient